et bonjour à tous. Merci toujours de nous retrouver à l'heure. Merci. Bonjour, je vois qu'il y a déjà du monde sur Zoom et sur le Facebook Live. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de FrenchMorning.com. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est le média pour les Français francophones aux US, en Angleterre et au Canada. Au Canada, on est sous la marque Maudit Français. Aujourd'hui, on reçoit deux experts. Vous savez, tous les mardis, on vous donne rendez-vous à midi, heure de New York, pour écouter des experts sur plein de sujets. Et aujourd'hui, on en a deux. On va parler fiscalité de vos investissements, résidents pour la plupart à l'étranger, que ce soit du UK, des US ou du Canada. On a l'honneur de recevoir Christelle Biganzoli et Thierry Renard, cofondatrice et cofondateur de la première fintech conseil patrimonial qui s'appelle Richie.fr. Je vous invite à regarder. Alors, on a un peu plus de 300 personnes qui se sont inscrites, qui ont pris un ticket. Donc, vous en faites pas. On va essayer de répondre à toutes vos questions. Au début, on a une présentation qui va, je pense, couvrir et répondre à beaucoup de questions. Donc, écoutez bien. Et puis ensuite, on prendra vos questions. Comme d'habitude, vous levez la main sur Zoom et je cache votre nom de famille. Donc, vous pouvez poser votre question en toute confidentialité. La webcam ne s'active pas. On entend juste votre voix. Voilà. Et si vous nous suivez depuis Facebook, soit vous pouvez nous rejoindre sur Zoom. Il y a un lien en haut. Ou vous pouvez écrire votre question directement dans les commentaires et puis je la poserai à nos experts. Voilà, donc j'ai plus qu'à donner la parole à Christelle et puis on se retrouvera pour le question-réponse tout à l'heure. Merci à tous. Merci Romain et bonjour à tous du Canada, des États-Unis ou du UK. Donc, on a fait déjà pas mal de webinaires avec French Morning et les Maudits Français. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de parler d'investissement intelligent lorsque l'on est expatrié. Mais avant cela, l'idée, c'était de vous donner des petites clés pour, avant d'investir, au niveau du civil, toujours, on y tient, et au niveau du fiscal, pour vous montrer que lorsqu'on part à l'étranger, on ne ferme pas complètement la porte, dans certains cas, au fisc français, et nous allons voir ensemble dans quel cas précisément. Alors l'idée, c'est on vous a fait une petite présentation, mais que je vais vous partager immédiatement. L'idée, c'est absolument pas d'essayer de lire le document, mais plutôt de discuter avec vous et vous aurez notre adresse team@richie.fr. Si vous souhaitez avoir la présentation dans le détail, on sera ravis de la partager ensemble. Donc voilà pour ce petit préambule et avant de laisser la parole à Thierry, on va vous donner les premières clés de ce qu'il faut faire avant d'investir. Donc vous le savez, maintenant, si vous nous connaissez, c'est un petit peu notre façon de voir les choses, c'est qu'avant tout investissement, il faut impérativement sécuriser son régime matrimonial et sa succession. Alors pourquoi il faut sécuriser ? Parce que lorsqu'on est français et que l'on est parti à l'étranger, si on est en couple, marié sans contrat, depuis 1992, on est soumis à la Convention de l'Haye sur les régimes matrimoniaux et on a pu subir une mutabilité dans son régime matrimonial. Donc, vous êtes parti pensant être en communauté et le fait d'être parti en plus dans un pays anglo-saxon, puisque c'est la plupart du temps de là où vous suivez nos vidéos. Donc, du coup, vous risquez de vous retrouver dans un régime séparatiste et si vous avez investi pendant ce régime séparatiste, on se rend bien compte que les difficultés vont être sensiblement difficiles au niveau de la transmission au moment d'un décès. Cette transmission sur les successions, elle fait appel à une autre intervention européenne, qui est le règlement européen, qui est depuis août 2015 éligible à tous les Français qui vivent à l'étranger. Et depuis cette date-là, si vous n'avez rien fait, vous êtes soumis au régime de la loi dans le pays dans lequel vous êtes. Donc le Japon, si c'est le Japon, les Émirats arabes, si c'est les Émirats arabes, les États-Unis ou le Canada ou le UK dans le cas présent. Peut-être vous ne souhaitez pas être soumis pour des raisons variables
à cette loi successorale du pays dans lequel vous êtes. Et pour cela, il y a des solutions qui sont très simples et très peu coûteuses, dont vous pourrez éventuellement interroger nos experts après ce webinaire. Mais effectivement, avant tout investissement, pensez à sécuriser le régime matrimonial et la succession. Au niveau de la fiscalité, je vous l'ai dit, on ne ferme pas complètement la porte lorsqu'on est parti. Et il y a certaines situations qui vont pouvoir être assez délicates, c'est-à-dire vous considérez comme résident fiscaux français. Donc, la plupart du temps, quand on est expat, on connaît la fameuse règle des 183 jours. Tant que je vis 183 jours à l'étranger, tout va bien, je ne suis plus résident fiscal français. En fait, ce n'est pas si simple que ça. Déjà, en France, on a une considération du foyer fiscal. Donc, si monsieur ou madame rentre en France pour être au chevet d'une personne malade et reste plus de 183 jours, le foyer fiscal est important. Du coup, toute la famille risque de basculer dans une situation de fiscalité française. Un autre exemple à vous donner, donc vous voyez dans le petit schéma, il suffit de répondre oui à une question pour basculer en tant que résident fiscaux français. Je vous donne un autre exemple. Si vous êtes au Canada, par exemple, et que vous gagnez 20 000 dollars canadiens par an, et qu'à côté de ça, vous vivez de revenus de l'immobilier ou de dividendes français à hauteur de 40 000 dollars. Là, on se rend compte que le centre de vos intérêts économiques est la France. Et en ce cas, vous serez fiscalisé pour la France en France. Alors, on va se retrouver dans des situations qui peut être délictueuse puisque le Canada va peut-être juger que vous êtes résident fisco-canadien et la France, elle, considérera que vous êtes résident fisco-français. Et c'est là où on va faire jouer les conventions bilatérales. Donc, si vous êtes dans une de ces situations un peu délicates, n'hésitez pas à nous interroger pour bien assurer votre résidence fiscale. Ensuite, il faut vous donner des clés. Et c'était un peu le but de ce séminaire aussi, de vous donner les clés de comment est fiscalisé vos investissements. Alors, on va parler des revenus immobiliers, on va parler aussi de la fortune immobilière et on va parler également des revenus de salaire et on va faire un petit focus sur les actions gratuites et vous verrez que là aussi, on peut continuer à payer une fiscalité un peu compliquée à la France. Donc, pour les revenus immobiliers, c'est simple. En fait, il faut considérer qu'en général, tous les pays de l'OCDE fiscalisent les revenus immobiliers en fonction du lieu de situation de l'immeuble. Donc, si votre immeuble est en France, c'est la France qui aura le droit de fiscaliser vos revenus immobiliers. Si en revanche, votre immeuble est au UK, là, ce sera le UK qui pourra fiscaliser ses revenus. Mais si vous avez interposé une société, notamment une société civile immobilière, là, les choses vont être un peu plus compliquées et selon les conventions bilatérales, cette société civile immobilière, donc à prépondérance de sous-jacent, c'est-à-dire le contenu de cette société étant de l'immobilier, elle pourra être considérée soit comme étant un bien à fiscaliser dans votre pays de résidence fiscale, soit comme un bien à être fiscalisable en France. Sur la fortune immobilière, c'est beaucoup plus simple. Alors, tout ce qui est en France et qui est de l'immobilier, donc ça peut être des biens physiques, ça peut être des parts de sociétés civiles immobilières, ça peut même être de l'investissement pierre-papier, comme les SCPI, même si on juge que ce n'est pas le meilleur investissement quand on est non-résident. Ça peut être aussi des valeurs immobilières que vous détenez en compte titre ou sur des assurances vie. Toute cette part immobilière, elle est fiscalisable à l'impôt sur la fortune immobilière si elle dépasse en France 1,3 million net. Donc, ça veut dire net de passif, net d'emprunt. Tous vos biens qui sont à l'étranger, que ce soit dans votre pays de résidence ou ailleurs, n'est pas fiscalisable à l'impôt sur la fortune immobilière. Petite précision, quand vous allez rentrer en France, quoi qu'il arrive, vous allez être fiscalisé de la même façon pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'on va exclure de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière
vos biens immobiliers à l'étranger, ce qui vous laisse un temps assez important pour pouvoir éventuellement rééquilibrer votre patrimoine immobilier en vendant de manière sereine l'immobilier que vous auriez laissé à l'étranger, notamment votre ancienne résidence principale. Pour les revenus de salaire, rien de plus simple, ça vous le savez, puisque vous êtes prélevé à la source dans la plupart des pays dont on parle aujourd'hui. Tout le monde est fiscalisé dans le pays où il habite, c'est-à-dire dans le pays de sa résidence habituelle. C'est la fiscalité des revenus immobiliers. Il y a des exceptions, c'est en général les fonctionnaires internationaux qui, eux, ne payent pas d'impôts directement, sauf si le conjoint travaille dans le pays. On a fait des conférences à l'ONU à New York où on a bien expliqué que, en tant que fonctionnaire international, vous ne payez pas d'impôts à la France ou aux États-Unis. En revanche, si madame travaille, qui par exemple est professeur des écoles aux États-Unis, du coup, le foyer va basculer dans une résidence fiscale américaine de fait. Et puis, tout ce qui est diplomate ne paye pas d'impôts non plus. Et on peut citer aussi les gens qui sont expatriés courte durée, c'est-à-dire qui sont détachés fiscaux et qui continuent à payer leurs impôts en France pour une période qui ne peut excéder en général 2 ou 3 ans. Et on arrive à un cas de figure assez particulier dans les grands groupes internationaux. Si vous avez eu une carrière internationale, vous avez pu bénéficier, et je vous souhaite, si tel est le cas, parce que c'est fortement intéressant la plupart du temps, ou si vous êtes start-upper, vous avez pu bénéficier soit de stock options, soit d'actions gratuites, soit encore de BSPCE, qui sont une forme d'actionnariat plutôt réservée aux entreprises start-up en général. Donc, dans ces cas de figure, vous pensez devoir régler la fiscalité de vos actions uniquement au pays dans lequel vous êtes désormais adepte, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, le UK, en fonction de l'endroit où vous êtes. Et en fait, rien n'est moins vrai que cela. Pourquoi? Parce que c'est souvent considéré, notamment les actions gratuites, comme un revenu de salaire. Et si vous avez une carrière à mobilité internationale, vous avez pu avoir des actions qui vous sont attribuées alors que vous étiez en France, puis seulement vous êtes parti vivre à l'étranger et puis ensuite reparti dans un autre pays. Donc là, ça va être d'une complexité importante. Il faut savoir que les actions gratuites, selon le petit schéma que je vous ai mis, ont 2 taxations. La première taxation, c'est le gain d'acquisition. Clairement, on a 3 dates importantes. C'est la date où on vous attribue les actions et ensuite la date où vous pouvez vester, c'est-à-dire lever les actions et devenir vraiment propriétaire de ces actions-là. À cette date, vous avez une fiscalité, notamment sur les salaires, qui va être à répartir en fonction du temps que vous avez passé, soit en France, soit à l'étranger, et vous allez être taxé sur la plus-value d'acquisition, c'est-à-dire la différence du prix de l'action au moment où vous la vestez et le moment où on vous l'a attribué. Ce gain d'acquisition-là, il peut être taxable dans 1, 2 ou 3 pays en fonction de votre carrière internationale. Ce qui est beaucoup plus simple, c'est de la vendre immédiatement. Dans ce cas-là, on a pris le gain d'acquisition et pris l'action définitivement et le cash qui va avec. Si vous continuez à la conserver, là, vous allez toucher des dividendes. Et le jour où vous allez, dividendes qui seront taxés uniquement dans votre pays de résidence fiscale actuel, et le jour où vous allez les vendre, vous serez soumis à une éventuelle plus-value de cession. Et cette plus-value de cession, elle sera toujours fiscalisée dans le pays de résidence fiscale. Donc, en fait, on se rend compte que la complexité, elle est dans la période de référence entre le moment où on vous attribue l'action et le moment où on vous fiscalise le fameux gain d'acquisition. Donc, on va faire une répartition entre le moment où vous avez vécu en France et le moment où vous avez vécu à l'étranger. Et là, il faut impérativement avoir l'aide d'un conseiller, ce qu'on est capable de faire chez Ritchie notamment, parce qu'il faut déclarer dans les bonnes cases et souvent faire des calculs au prorata du temps passé
et également calculer la plus-value d'acquisition si la société pour laquelle vous travaillez n'a pas fait ce calcul pour vous. Donc, le schéma, vous voyez, est relativement complexe, mais on arrive quand même à finir par le lire. Hein, on vous le transmettra si vous le souhaitez. En revanche, la difficulté, c'est de trouver les bonnes cases pour le déclarer sur impôts.gouv. Donc, en fait, lorsqu'on est non-résident, les stock options comme les actions gratuites, elles sont soumises à un barème progressif qui va au maximum à 20%, alors que les bons de souscription d'entreprise, c'est toujours un peu plus compliqué aussi. Mais on a une vraie expertise chez nous qui nous permet d'aller regarder directement vos relevés et de faire aussi une vraie stratégie de savoir quand les vendre, comment les vendre, est-ce qu'il est opportun de les vendre la même année ou plus tard, et quand je rentre en France, est-ce qu'il faut que je liquide mon portefeuille d'actions ou pas, ou si je change de pays, est-ce qu'il vaut mieux le faire avant de partir, après être parti? Enfin, ce sont des stratégies qui sont extrêmement importantes parce que souvent, elles pèsent de manière conséquente dans vos tranches d'imposition. Voilà, j'en ai fini pour la partie qui concernait la fiscalité. Je vais laisser la parole à Thierry qui va vous présenter avec l'aune de tous ces points civils et fiscaux, les meilleurs investissements pour les expatriés. Merci Christelle. Alors, dans le cadre de cette deuxième partie de présentation, nous avons voulu faire un petit focus sur deux dispositifs d'investissement que l'on pratique depuis maintenant de nombreuses années auprès de nos clients non résidents et qui nous semblent être particulièrement intéressants et pertinents dans un contexte d'expatriation. Alors, le premier schéma, certains connaissent aujourd'hui un petit peu l'allocation meublée. On en entend beaucoup parler aujourd'hui sur les différents réseaux, différentes presses spécialisées. Alors, l'allocation meublée… Tu pourrais juste le mettre en plein écran, s'il te plaît, pour qu'on puisse mieux le lire. Affichage plein écran. Oui. Non, bon. À gauche, plein écran, mode plein écran. C'est bon? Merci. Alors, l'allocation meublée, c'est donc un dispositif locatif qui, en fait, peut revêtir différentes formes. L'une des formes les plus connues, qu'on commence à trouver assez fréquemment aujourd'hui dans les patrimoines de nos clients, c'est j'ai un appartement, je détiens généralement dans une grande ville française, une grande métropole, et cet appartement, pour différentes raisons, j'ai décidé de le meubler et d'exercer donc une activité de loueur en meublé. Pour ce faire, j'ai deux schémas contractuels possibles, soit un bail de type annuel, où là, je vais donc héberger au titre de sa résidence principale mon locataire, ou quelque chose de beaucoup plus touristique, où là, en fait, je vais louer à la nuit, voire à la semaine, dans le cadre de ce qu'on appelle la location saisonnière. Ça, c'est le premier schéma d'exploitation d'un appartement en meublé. Ensuite, il y a un second schéma, que là aussi, nous, on accompagne, on met en œuvre pour nos clients, qui est de dire, au lieu d'acheter un bien en direct dans une copropriété, moi, pour des raisons par rapport à mes objectifs, notamment la perspective de générer un revenu complémentaire, par exemple à la retraite, je vais acheter un bien immobilier dans une résidence de service, c'est-à-dire Pardon, Christelle. On a perdu le micro. Pas de souci. Désolé. On reprend. Ouais. On est tout bon. Est-ce que vous m'entendez? On ne va pas le faire. On va retourner sur le micro d'avant. Là, ça va? On est obligé de rester sur le micro de Christelle. OK. Est-ce que c'est bon? Bon, je vais essayer de parler plus fort. Donc, le second cas d'exercice, c'est j'exerce dans le cadre d'une résidence-service. Je vais avoir, dans le cadre de cette activité-là, un bail commercial avec un gestionnaire.
Ce gestionnaire, il peut exercer, lui, par contre, dans des secteurs divers. Ça peut être de la santé, EHPAD, résidence senior, mur de clinique, étudiants, logement étudiant ou l'activité tourisme, voire affaires. Donc, ces grandes typologies d'activités permettent également d'investir dans les résidences et de bénéficier de tout le dispositif de la location meublée qu'on verra juste après. Enfin, il y a un dernier schéma qui, pour le coup, est moins connu, qui commence à émerger, qui a été à peu près lancé il y a 3-4 ans au gré d'une évolution réglementaire, qui en fait consiste à investir dans des parts d'EPCI. Un EPCI, c'est un organisme de placement collectif en immobilier. Et donc, j'investis dans cet EPCI, en échange, je détiens des parts. Et cet EPCI, lui, va exercer, en tout cas, pour à hauteur d'environ 70% de son patrimoine, une activité de location meublée. En possédant, en achetant, lui, effectivement, des murs généralement des murs de résidence-service. Ce schéma que je vais vous détailler après est, nous semble-t-il, particulièrement intéressant puisqu'en fait, il vous permet de bénéficier de la mutualisation de la détention via des parts, à l'inverse de détenir des activités, des biens immobiliers en direct. Et surtout, en fait, il vous permet d'avoir un certain nombre d'avantages qu'on va voir immédiatement, notamment l'avantage fiscal de la location meublée. Alors, quel est cet avantage fiscal de la location meublée? C'est la principale aujourd'hui motivation de nos clients investisseurs en allant dans ce dispositif-là, c'est que lorsque vous générez des revenus meublés, vous n'êtes plus soumis aux revenus dits fonciers, mais en fait, vous êtes assujetti à une autre catégorie de revenus qui sont les bénéfices industriels et commerciaux. Et donc, vous allez pouvoir, à ce titre-là, en vous faisant accompagner d'un cabinet comme Ritchie et dans un deuxième temps par le biais d'un cabinet comptable, on coordonne toute cette partie-là, bien évidemment, vous allez pouvoir en fait bénéficier d'un amortissement. Un amortissement, qu'est-ce que c'est? C'est une charge purement fiscale et comptable qui va venir en déduction de vos loyers et vous permettre de ramener le résultat imposable à 0 ou quasiment 0. Et ce, pendant à minima 25 ans, qui est la durée d'amortissement retenue par les cabinets comptables. Alors, ça, vous le comprenez, c'est un véritable avantage dans le temps de neutraliser sur une durée aussi longue l'imposition de vos loyers, notamment dans une perspective de constitution de revenus à la retraite. C'est effectivement extrêmement intéressant. Et c'est un schéma qui, bien évidemment, est éligible aux Français résidant en France, mais également aux non-résidents. Donc là aussi, bien évidemment, lorsqu'on est à l'étranger, on veut se constituer un patrimoine en prévision peut-être d'une retraite en France, c'est un schéma tout à fait intéressant qu'il faut absolument regarder et mettre en œuvre. Alors, en particulier, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'EPCI meublé? Alors, en moyenne, aujourd'hui, le rendement, c'est à peu près entre 3 et 3,5% net de net, ce qui en fait un produit de complément de revenu tout à fait dans la norme du marché. Autre point, un EPCI meublé, par définition, va détenir à peu près 70% d'actifs immobiliers et 30% d'actifs financiers. Ça, c'est un point très important qui, à première vue, ne semble pas être tout à fait majeur, et pourtant ça l'est. Pourquoi? Parce que dans un contexte où les investisseurs ont besoin effectivement d'investir beaucoup d'argent aujourd'hui pour préparer leur retraite, on constate aujourd'hui que sur le monde de la SCPI, qui est un peu le cousin de l'EPCI, il y a des collectes très fortes qui conduisent aux gérants de ces SCPI à devoir investir à tout prix sur des actifs immobiliers, puisque une SCPI ne peut détenir que des actifs immobiliers. Et donc d'acheter des actifs qui peut-être ne sont pas aussi premium que ceux qu'ils auraient achetés dans le cadre d'une collecte plus normale, on va dire. L'EPCI n'a pas cette contrainte-là, et pour nous, c'est un point véritablement important, c'est que c'est le gérant de l'EPCI qui va timer, si vous voulez, ses investissements, qui va, en fonction des conditions de marché, en fonction des opportunités, choisir de dire j'achète tel ou tel actif immobilier ou je préfère placer en attente sur du monétaire, sur de l'obligataire ou voire sur des actions, en fonction des conditions là aussi, ma poche de cash. Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire que là, on va pouvoir véritablement gérer dans le temps, en bon père de famille, le développement du fonds. Autre point important, c'est que c'est sur cette 70% de patrimoine immobilier de l'EPCI, là, effectivement, on va pouvoir bénéficier d'un amortissement et donc d'une neutralisation de l'imposition sur cette partie-là
quel que soit son pays de situation. C'est extrêmement intéressant, vous l'avez compris, hein, c'est déjà 70% de votre loyer est défiscalisé, c'est très intéressant. Sur les 30% restants, par contre, donc on aura un revenu financier. Si vous êtes en France, vous aurez le PFU à 30%. Si vous êtes à l'étranger, c'est la convention fiscale de votre pays qui va déterminer le niveau d'imposition. Dans la pratique, il est rarement au-delà de 30%, il est même plutôt en deçà. Autre point important de l'OPCI meublé, qui nous semble là aussi assez intéressant à prendre en compte, c'est que là aussi, vous n'avez pas de gestion. On va dire que c'est quand même une différence majeure avec le fait d'acheter un bien immobilier en direct. Là, vous êtes à quelques milliers de kilomètres de la France, vous n'allez avoir aucun souci de gestion puisqu'en fait, tout est géré par le fonds et par les personnes qui, au sein du fonds, vont faire les choix, vont contractualiser avec les exploitants, etc., vont gérer la partie financière. Donc, vous ne détenez que des parts et tous les trimestres, vous allez toucher vos revenus. Vous n'aurez que ça à faire. Enfin, cerise sur le gâteau, dans une perspective soit de sortie en cours de parcours, c'est-à-dire si vous souhaitiez par exemple revendre vos parts, aujourd'hui les fonds avec lesquels on travaille ont un engagement de rachat sous 2 mois maximum de vos parts, donc c'est eux qui assurent la liquidité. Donc ça aussi, vous n'avez pas à vous soucier de dire est-ce que si demain je veux réorienter mes investissements, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est géré contractuellement avec le fonds. Et puis, l'autre point, c'est que dans une perspective de transmission, donc moyen-long terme, c'est quand même très intéressant si je reprends le parallèle avec les 2 autres typologies d'investissement où là, vous achetez des appartements, là, vous allez détenir des parts. C'est-à-dire que là, ce sera beaucoup plus simple à terme pour vos héritiers de s'organiser, de sortir de l'indivision en partageant au prorata, par exemple, les parts, plutôt qu'en étant en indivision sur un actif immobilier où là, ils vont devoir s'entendre pour soit vendre, soit partager, etc. Donc, voilà, dans la pratique, on voit que ce sont des sujets quand même de la transmission qui, à un moment donné, sont à prendre en compte dans les schémas d'investissement. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur l'OPCI. N'hésitez pas à nous interroger pour qu'on vous fasse une présentation un peu plus détaillée et un peu plus personnalisée de ce support d'investissement qui, véritablement, en tout cas, nous, on en a la conviction, va émerger massivement dans les années à venir, puisqu'en fait, aujourd'hui, la SCPI, que vous connaissez pour certains certainement, a beaucoup d'inconvénients lorsqu'on est à l'étranger, notamment le fait qu'elle vous délivre un revenu qui est un revenu foncier, donc qui est fortement fiscalisé à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, et que la SCPI, si vous voulez, dans le temps, on est un petit peu dubitatif aujourd'hui compte tenu des niveaux de collecte et de la typologie des patrimoines qu'elle détient, c'est-à-dire essentiellement du bureau ou du commerce. Donc, il faut être très, très sélectif aujourd'hui sur la SCPI. L'OPCI n'a pas ces contraintes-là, puisque aujourd'hui, l'OPCI va plutôt sur de la résidence senior notamment, donc elle investit dans le résidentiel. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la location meublée. Un tout autre dispositif dont on souhaitait également vous parler, c'est la nue-propriété. La nue-propriété, c'est quoi? C'est d'abord un schéma juridique qui consiste à séparer au sein de la pleine propriété les 2 droits qui la constituent, à savoir l'usufruit. Qu'est-ce que c'est l'usufruit? C'est le droit d'habiter un bien immobilier, c'est le droit d'en percevoir les revenus si vous le louez. Et à l'inverse, la nue-propriété, c'est le pendant de l'usufruit, c'est-à-dire c'est lorsqu'il n'y aura plus d'usufruitier, ce sera le nu-propriétaire qui redeviendra plein propriétaire. Finalement, en cours de vie, lorsqu'on fait un démembrement, lorsqu'on sépare l'usufruit de la nue-propriété, pour le nu-propriétaire, il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est qu'il a son mot à dire quand même si l'usufruitier souhaite notamment vendre le bien, mais concrètement pour lui, il ne se passe pas grand-chose. Alors, une fois qu'on a dit ça, pourquoi est-ce qu'on parle d'investissement en nue-propriété dans l'immobilier? Aujourd'hui, en fait, et c'est extrêmement intéressant lorsqu'on est à l'étranger, on a la possibilité, au lieu d'acheter la pleine propriété d'un bien immobilier, qui fondamentalement n'est pas forcément toujours le schéma idéal, notamment lorsqu'on est à l'étranger, puisque avoir la pleine propriété, notamment sur un bien locatif, ça va vous générer des flux qui donc vont générer de la fiscalité en France et ou dans votre pays de situation. La nue-propriété, finalement, c'est de dire au lieu d'acheter la pleine propriété dont je n'ai pas forcément besoin, moi, mon objectif étant peut-être de préparer ma retraite, donc avec un horizon à 10, 15, 20 ans,
Moi, ce qui pourrait être intéressant pour moi, c'est n'acheter que la nue-propriété aujourd'hui, donc n'avoir pas de schéma fiscal, pas de traitement fiscal, mais d'avoir en fait une décote sur mon prix d'acquisition, donc du coup augmenter ma capacité d'achat par rapport à la typologie du bien, et me dire, par contre, moi, ça m'intéresse d'avoir une propriété, mais je dois avoir la certitude qu'il y a par exemple un horizon de 15 ans qui coïncidera avec mon départ en retraite. Moi, je veux redevenir plein propriétaire du bien pour pouvoir soit le louer et compléter ma retraite, soit l'habiter en résidence principale ou secondaire, soit le vendre et faire autre chose de mon cash. Voilà. Finalement, l'investissement en propriété, c'est véritablement, outre le schéma purement juridique, c'est la réponse à cette volonté-là et à ce constat de dire acheter de la pleine propriété, ce n'est pas forcément toujours la bonne solution. Alors, dans la mise en œuvre, à qui est-ce que finalement ça correspond ce schéma? Et finalement, on s'aperçoit dans la pratique que ça peut s'adresser à beaucoup de personnes, soit des gens entre 25 et 40 ans qui ont l'objectif de démarrer la construction de leur patrimoine, le développement de leur patrimoine, auquel cas ils vont se dire finalement, au lieu d'acheter un bien 200, 300 000 euros, 400 000 euros, je vais avoir une décote sur ce bien et du coup, moi, ça m'arrange, je vais pouvoir du coup faire mes premiers investissements. Les gens de 40 à 60 ans, on s'aperçoit que c'est un âge où les gens commencent à réfléchir à leur retraite, où là, ils ont encore un petit peu de temps devant eux, et là, également, la propriété répond parfaitement à cette problématique-là. Et des gens qui auraient au-delà de 60 ans, et là, alors, pour le coup, c'est encore un autre schéma extrêmement optimisé, c'est de dire là, je vais acheter la propriété pour la transmettre de mon vivant et faire une opération patrimoniale pour aider notamment mes enfants. On pourra là répondre à ces questions qui deviennent un petit peu techniques, mais n'hésitez pas vraiment à nous consulter sur ritchie.fr pour discuter de ces points. Alors, sur la première partie d'immobilier en nue propriété, je fais d'abord un distinguo on va le voir, entre acheter un bien immobilier et acheter des parts de SCPI. On va le voir, c'est également possible. Là, donc sur un bien immobilier en nue propriété, déjà, ça répond donc à un objectif de constitution de patrimoine, d'optimisation fiscale, on va le voir, de préparation de la retraite et d'optimisation de la transmission. Déjà, donc, il s'agit d'un investissement immobilier, donc patrimonial. Donc là, même si on ne détient que la propriété, on va être extrêmement vigilant sur quel type de bien et sa localisation, ses prestations, son marché locatif local. Bref, on va valider toutes ces informations-là préalablement à tout investissement. C'est du patrimonial et on va avoir cette grille de lecture-là. Deuxièmement, je l'évoquais juste avant, on va avoir, si on achète la propriété et qu'on n'a pas effectivement la propriété, il faut bien qu'il y ait un intérêt. L'intérêt va résider dans notamment la décote qu'on va avoir sur le prix d'acquisition, qui va être grosso modo en fonction des durées de 35 à 40%. Donc on voit qu'il n'est pas neutre sur le prix d'achat total. L'autre point, là ça concerne, pour le coup, ça parle beaucoup aux gens qui sont à l'étranger, c'est la sérénité d'un investissement locatif qui va être pour le coup sans risque. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas avoir de gestion locative puisque c'est l'usufruitier pendant toute la durée du démembrement va s'occuper de tout. Il va gérer l'appartement, qui va en supporter les dépenses, les travaux, les risques locatifs, les aléas éventuels de dégâts des eaux, enfin de tout sinistre éventuel. Bref, c'est lui qui fera son affaire de tout ça jusqu'au jour où il sera prévu, ça c'est prévu en amont, jusqu'à donc à l'extinction de son usufruit. Et donc cette extinction d'usufruit coïncidera avec le jour où vous allez, en tant que propriétaire, récupérer la pleine propriété. Et puis alors, autre point, c'est que vous allez avoir une incitation fiscale. Alors, cette incitation fiscale, elle va avoir plusieurs niveaux. Premièrement, si vous recourez à un emprunt immobilier pour acheter la propriété, vous allez pouvoir déduire ces intérêts annuels de vos autres revenus fonciers. Donc, c'est un schéma d'optimisation fiscale qui peut être intéressant en fonction de vos situations. Si vous avez déjà des biens loués nus en France, donc revenus fonciers, que vous êtes taxé et imposé sur ces biens, acheter la nue propriété d'un bien par le biais d'un emprunt, ça va vous permettre une optimisation fiscale. Autre optimisation, l'IFI. Si vous achetez cash un appartement en nue propriété, cet appartement en nue propriété ne rentrera pas dans l'assiette taxable de votre IFI. Autre point, étant donné que vous n'aurez pas de revenus, donc vous n'aurez pas de prélèvements sociaux, vous n'aurez pas non plus de taxes foncières, ce qui n'est pas neutre.
Et enfin, vous bénéficierez, serez sur le gâteau, d'une TVA réduite à l'acquisition de 10% au lieu de 20% et de frais de notaire réduits, puisque ces frais de notaire porteront uniquement sur la valeur de la nue propriété. Donc, mécaniquement, elles seront réduits. Donc, vous le voyez, c'est un schéma qui est extrêmement intéressant. Alors, dans la pratique, comment ça se passe? On le voit sur cette petite présentation. Après, le jour de l'acquisition chez le notaire, la pleine propriété va être séparée entre deux acteurs. Donc, vous, l'investisseur, qui va acquérir la nue propriété, et l'usufruit qui va être acquis le même jour par un bailleur institutionnel sur une durée convenue à l'avance, généralement aller entre 15 et 17 ans. À l'extinction, je l'ai dit tout à l'heure, à l'extinction de cette durée d'usufruit temporaire, automatiquement et sans aucun traitement ni fiscal ni formalité, l'uni propriétaire, donc l'investisseur, récupérera la pleine propriété. À l'issue de cette étape-là, donc une fois redevenu plein propriétaire, l'investisseur aura plusieurs choix, soit louer, soit vendre, soit récupérer l'appartement pour l'habiter. S'il souhaite le vendre, ce qui est très important de comprendre, c'est que vous serez soumis à la fiscalité des plus-values immobilières avec, donc, vous savez peut-être, des abattements pour durée de détention en fonction de la date d'acquisition initiale du bien. La date d'acquisition initiale sera celle retenue pour de la nue propriété. Donc, vous n'aurez pas de pénalité, entre guillemets, sur le fait d'avoir acquis au départ que la nue propriété et pas la pleine propriété, lorsqu'on sera avec votre notaire pour calculer la plus-value si vous souhaitez revendre votre bien. Donc voilà, c'est un schéma finalement assez simple à comprendre. Ensuite, donc, pour la mise en œuvre, on le verra, vous pouvez tout à fait faire appel à un cabinet comme Ritchie, puisque nous, on va sélectionner pour vous, on va interroger un certain nombre d'acteurs sur le marché et on va aller sélectionner pour vous les meilleurs biens, du moins ceux qui répondent le plus au cahier des charges qu'on aura déterminé ensemble. Autre point, c'est la SCPI. Alors, on souhaitait aussi faire un petit focus sur la SCPI, puisque acheter des SCPI pour nous, lorsqu'on est à l'étranger, c'est souvent un investissement qui n'est pas véritablement optimisé et qui peut en fait être assez préjudiciable, notamment sur le traitement fiscal, puisque vous savez peut-être, des SCPI aujourd'hui françaises acquièrent de plus en plus des patrimoines européens, voire mondiaux. Elles achètent des actifs en Allemagne, en Hollande, etc. Lorsqu'on est dans un pays comme les États-Unis, le Canada ou le UK, vous allez donc devoir en fait avoir des sources de revenus tant français que potentiellement allemands, espagnols, etc. Avec toute l'implication fiscale en termes de conventions bilatérales. Nous, on pense au sein du cabinet que ce n'est pas une bonne solution du tout. Le mieux étant véritablement d'acheter de la SCPI en nue propriété, donc en gommant totalement le revenu foncier, et sur le même principe que l'immobilier en propriété, en ayant une décote qui, elle, peut aller jusqu'à 50% du prix de la part, et sur lequel donc, vous aurez en fait un schéma assez similaire de dire pendant une durée que j'ai déterminée dès le départ, grosso modo entre 5 et 20 ans, je vais neutraliser totalement le revenu de la SCPI. Par contre, je peux faire caler exactement l'échéance de ce démembrement de propriété avec, par exemple, mon départ à la retraite. Et à ce moment-là, en tant que plein propriétaire, je démarrerai une nouvelle période où là, je toucherai un complément de revenu, etc. Donc là, ça nous semble beaucoup plus adapté et dans l'hypothèse où si vous effectivement envisagez notamment de revenir en France à la retraite, ça nous semble un schéma beaucoup plus pertinent à envisager sous cet angle-là. Donc voilà un petit peu ce qu'on souhaitait vous mettre en avant comme schéma. Je le répète, là, on est resté dans les généralités des schémas d'investissement, tant sous l'angle fiscal que patrimonial. Bien évidemment, lorsqu'on veut préparer sa retraite, on veut développer son patrimoine, il faut avant tout avoir un conseil personnalisé, avoir des solutions sur mesure, et c'est tout l'intérêt de la démarche que l'on propose chez Ritchie.fr. Déjà, on vous propose un premier entretien sans engagement pour vous de 15 à 30 minutes. Vous pouvez prendre directement rendez-vous sur le site pour qualifier un petit peu votre besoin, et ensuite, on va vous proposer tout un schéma et un accompagnement personnalisé en fonction des problématiques que vous nous aurez soumises. Juste pour vous dire qu'effectivement, sur la nue propriété, aujourd'hui, on a des biens très intéressants en commercialisation.
parce que souvent les clients nous disent « oui, mais ça ressemble à quoi la propriété ?» C'est dans 80 à 90% des cas des biens neufs, mais qui peuvent être sur à peu près toute la France. Donc on arrive aujourd'hui, si on prend un petit peu le temps de chercher, à trouver des biens véritablement très patrimoniaux, très intéressants, qui dans certains cas, même pour nos clients, constituent leur point de retour en France. Voilà. Alors, chez Ritchie, donc j'ai un petit peu déjà dit, ce qu'on peut vous proposer, c'est un accompagnement sur mesure avec déjà un bilan patrimonial gratuit que vous pouvez faire en ligne en vous inscrivant. Ensuite, on peut aller au-delà en vous proposant un bilan premium sur mesure. Vous allez ensuite pouvoir faire votre profil de risque investisseur. Là aussi, c'est totalement gratuit sur la plateforme. Et puis, alors, dans un deuxième temps, vous allez pouvoir véritablement à la fois découvrir des solutions d'investissement, mais surtout faire appel à un expert, parce que nous, on prend beaucoup au lien, au lien figital, on va appeler ça comme ça, entre nos clients et toujours un expert qui va vous suivre dans le temps, que vous connaîtrez, avec lequel vous ferez des visios, et qui véritablement bâtira avec vous un plan soit un plan d'investissement véritablement sur mesure, mais aussi vous aidera sur tout le conseil en amont s'il y a des choses de sécurisation juridique, fiscale, sur toutes les thématiques qu'a évoquées Christelle un petit peu avant. On pourra vous accompagner sur mesure et puis on vous accompagnera bien évidemment aussi sur le suivi de vos investissements, notamment sur les déclarations fiscales si besoin. Voilà, on vous remercie de votre attention. On reste bien évidemment en ligne pour répondre à vos questions et puis n'hésitez pas à vous rendre sur le site ritchie.fr. On va laisser un peu le QR code peut-être, Thierry, pour que tout le monde puisse pouvoir prendre rendez-vous gratuitement avec un expert. On essaiera dans la mesure du possible que ce soit Thierry ou moi, pour les premiers en tout cas. Je viens de tester le QR code, donc on peut scanner assez facilement et prendre rendez-vous. Donc on voit que vos prochaines dispos sont la semaine prochaine, donc il y a de la dispo. Voilà. C'est assez facile, donc il suffit de scanner le QR code en haut à droite de votre écran. Je pense que vous avez l'habitude maintenant des QR codes. Merci à vous deux. Désolé pour les problèmes de son. Il y a des gens qui disent que c'était compliqué. On fera mieux la prochaine fois. Et on va tout de suite passer aux questions. On a Paul qui nous dit « Je suis marié en France, régime aux acquets. Je suis devenue citoyenne américaine. Je dois encore sécuriser mon régime matrimonial aux US. » C'est une question. Oui, alors c'est une question pour moi. Tout dépend de ce que Paul veut faire, puisqu'elle a été mariée en France sous le régime légal de la communauté réduite aux acquets. Si elle a subi une mutabilité, elle peut l'avoir subie dans deux cas. Si elle est partie tout de suite après son mariage, dans les 2 premières années, mariée après 92, et si elle a vécu plus de 10 ans aux États-Unis, auquel cas elle a basculé dans le régime de la séparation de biens selon les États, parce que ça dépend dans quel État évidemment elle vit, puisqu'il y a des États qui sont communautaires aux États-Unis. Et oui, ce serait mieux de sécuriser. On peut le faire totalement facilement via la France et de manière rétroactive pour éviter d'avoir, au moment de sa succession ou d'un divorce, à liquider plusieurs régimes matrimoniaux. Donc, le fait d'être devenue américaine n'a aucune incidence sur son régime matrimonial. Parfait. Alors, il y a des gens qui nous ont dit qu'ils devaient quitter en cours de route, donc vous en faites pas, c'est toujours enregistré. Tous les webinaires de French Morning sont toujours enregistrés. Donc, vous pouvez retrouver ça sur Facebook. Et puis, vous allez aussi recevoir les prochaines 24 heures le lien du replay. Voilà. Alors, dans les prochaines questions, on a Laurent qui nous dit « Je suis retraité et perçois mes pensions en France, donc aucun revenu de travail aux États-Unis. Qui fiscalise la France versus les États-Unis ?» Alors, on va essayer de répondre de manière globale pour aussi les autres pays. Quand vous avez une retraite de fonctionnaire, quoi qu'il arrive, ça sera toujours la France qui aura le droit de fiscaliser.
Là, en vertu de la convention bilatérale franco-américaine, en général, les retraites sont fiscalisées dans le pays d'où elles viennent. C'est-à-dire que si vous êtes avec des retraites américaines en vivant en France, ça sera fiscalisé aux États-Unis et vice-versa. Mais attention, cette règle n'est pas valable dans tous les pays. Il faut bien analyser les conventions bilatérales en fonction des… Surtout qu'en France, il y a la retraite, vous le savez, privée, la retraite de la sécurité sociale. Donc, il y a une partie qui peut être fiscalisée à un endroit, une à une autre. Donc, il faut bien interroger en fonction de sa situation et de ses différentes pensions retraite. Parfait. On a plein de questions intéressantes. Il y a Gauthier qui nous demande comment on peut financer la nue propriété. Est-ce qu'il y a des emprunts possibles? Alors oui, bien évidemment. Alors c'est pas la partie la plus facile du schéma, puisque en fait les banques, pour certaines d'entre elles en tout cas, soit ne savent pas faire parce que le conseiller bancaire n'est pas au fait des schémas de démembrement. Mais on arrive quand même aujourd'hui à mettre en œuvre ce type de financement, bien évidemment, puisqu'en fait, la nue propriété est un droit autonome sur lequel la banque peut se garantir tout à fait. Donc, on l'a déjà fait, il n'y a aucun problème. Interrogez-nous, il n'y a pas de difficulté majeure technique. Peut-être qu'on peut préciser aussi que ça fait partie d'un des services de Ritchie. Financer, c'est relativement facile. En revanche, avoir une assurance décès-invalidité, c'est plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on a mis aussi en place une solution d'assurance décès-invalidité qui rembourse le prêt en cas de décès, ce qui est une super protection pour la famille. Top. Il y a une question de Irène sur la loi de finances 2020. Les loueurs non résidents qui déclarent leurs revenus en LMNP deviennent automatiquement des LMP en 2021 et doivent s'acquitter de la SSI, soit 1 200 € s'il y a un déficit. Est-ce que vous confirmez cette information, pardon. C'est à la fois vrai et faux. Effectivement, il y a eu un changement dans la loi de finances qui va supprimer l'obligation d'affiliation au régime au RCS. Et suite à ce changement, ça a fait basculer beaucoup de nos clients, peut-être comme Irène, dans un schéma précédemment LMNP, donc non professionnel. Ils vont basculer dans un schéma professionnel. Alors, évidemment, il faut analyser les choses en détail. Généralement, il faut avoir plus de 23 000 € de recettes locatives meublées. Donc, il y a un certain nombre de critères à valider. Il faut vraiment analyser la structure en fait, patrimoniale et fiscale pour répondre dans les faits. En revanche, effectivement, parmi les conséquences du passage professionnel, il y a cette conséquence purement sociale d'inscription au régime des indépendants, qui en soi peut répondre à des, peut-être vu comme un avantage ou un inconvénient en fonction aussi de sa situation, parce qu'elle va vous permettre de valider à minima 3 trimestres par an. Donc voilà, ça peut solutionner certains objectifs. En revanche, il y a d'autres conséquences qui sont moins identifiées aujourd'hui par les clients et sur lesquelles on les sensibilise énormément. C'est du coup, en cas de cession, le fait d'être assujetti aux plus-values professionnelles et non plus aux plus-values immobilières. Et là, pour le coup, c'est majeur. Donc, je pense que je n'ai pas assez de temps devant moi pour vous expliquer ce point-là, mais n'hésitez pas à nous contacter. On pourra faire une visio et faire un point sur vos situations propres. Mais effectivement, le passage au LMNP qui concerne beaucoup de nos clients, on a fait pas mal d'articles dans la presse sur ce sujet-là, est un point qui est loin d'être neutre sous l'angle patrimonial. On a une question de Annie. Quel est le statut de Jersey Isle of Man lorsqu'on transfère des fonds? Alors, moi, je peux répondre que du point de vue de la France. On aurait dû le préciser au début. On n'est pas des fiscalistes américains, même si on sait comment travailler les conventions bilatérales. En tout cas, du point de vue de la France, l'île de Jersey, c'est toujours regardé comme un petit paradis fiscal.
Donc, il faut avoir une structure très claire, très propre. Alors, tant que vous n'êtes pas en France, pas de problème. Le jour où vous venez en France, la première des choses à connaître, c'est de déclarer l'ensemble de vos comptes détenus à l'étranger. C'est une obligation légale sur votre déclaration d'impôt. Chaque année, vous devez déclarer en les nommant avec leur numéro et la date d'ouverture du compte, vos comptes à l'étranger. Ce n'est pas interdit de les détenir, mais c'est une obligation réglementaire. Parfait. On a un auditeur anonyme qui nous demande, donc il est retraité, récemment impatrié, donc récemment revenu en France, et il demande si vous pouvez l'aider pour la transmission de propriétés françaises aux enfants qui sont restés aux États-Unis et pour leurs investissements, dont la majorité est encore en dollars canadiens. Donc, les enfants sont aux US, mais ils sont revenus du Canada. De plus, nous guider sur la fiscalité franco-belge canadienne. On fait ça tout le temps. Voilà. On a régulièrement des clients qui ont soit un patrimoine mondial, soit des enfants internationaux, c'est mon cas d'ailleurs, soit des situations complexes. Et effectivement, la transmission n'est pas simple, surtout si on souhaite être égalitaire avec ses enfants. Et lorsque on rajoute il faut savoir que vous êtes très au fait des conventions bilatérales sur les revenus. Il en existe à peu près une dans chaque pays de l'OCDE. En revanche, il n'y en a plus que 35 sur les successions. Et donc, l'idée, c'est de bâtir un patrimoine et éviter d'avoir une double fiscalité. Donc, effectivement, on fait de l'estate planning sur les successions assez régulièrement. Et surtout qu'avec les États-Unis, on complexifie un peu la donne, puisqu'en France, on taxe les héritiers. Aux États-Unis, c'est le patrimoine du défunt qui est taxé, donc on n'a pas forcément tous les mêmes visions. Donc, il faut bien appréhender tous les pays et toutes leurs connaissances en matière de succession pour éviter d'avoir une succession très complexe. Top. On a un autre auditeur anonyme qui vous demande si vous accompagnez les résidents qui vivent en France de nationalité française et qui souhaitent faire un investissement au UK. Alors, nous, on va les accompagner par rapport à leur situation fiscale française, bien évidemment. S'ils souhaitent faire un investissement au UK, nous, on n'investit pas au UK. On investit dans d'autres pays qui permettent d'investir en plusieurs devises. Hein, ça répond aussi à la question de tout à l'heure. Mais on n'a pas de compétences sur les investissements UK. Mais par contre, on peut vous accompagner sur les conséquences fiscales et patrimoniales et de transmission en France. Et on peut même rédiger de bout en bout la déclaration fiscale. On est validé pour pouvoir le faire. On a une compétence juridique appropriée à ce sujet. Ok. On a une autre question de Adèle qui nous demande « Est-ce que vous pouvez nous décrire le coût de vos services ?» Alors, c'est très simple. On a vécu tous à l'étranger, enfin toute l'équipe des experts chez Ritchie, dont moi aux États-Unis, où comme vous, je me posais mille et une questions, j'ai payé des avocats et je suis repartie souvent avec plus de questions à mes réponses que de réponses tranchées. Et nous, on tient à avoir des réponses tranchées. Donc, c'est relativement simple. Le bilan patrimonial que vous avez en ligne gratuit, ben ça, je vous engage à y aller, à abuser. Ça vous donnera un scoring de votre situation et vous donnera les premiers éléments. Pour le bilan premium, on vous renvoie un questionnaire qui pour l'instant est papier, mais qui sera bientôt digitalisé. On n'a que quelques mois en ligne, même si ça fait des années, plus de 16 ans qu'on travaille avec les non-résidents. On arrive sur la digitalisation début janvier, mais en attendant, ça sera un document papier. Et à la suite de ce document papier, nous sommes une profession réglementée. Donc, en fonction du temps passé, on vous enverra une lettre de mission qui répondra normalement à tous vos objectifs et toutes vos questions. En général, on va au-delà et on réalise un bilan en deux parties. Une première partie, les constats,
qui démontre tout ce qui va et tout ce qui ne va pas dans votre patrimoine, et une deuxième partie de stratégie d'optimisation. Et après, en vertu de cette lettre de mission, une fois que les honoraires sont payés, vous ne payez plus rien au sein du cabinet et on vous accompagne jusqu'à la mise en place finale de la stratégie. Super. On a Annie qui nous dit, lorsqu'on rentre en France et qu'on a des investissements au Luxembourg et aux USA, comment est-ce qu'on est imposé? Alors, tout dépend des investissements dont on parle. À partir du moment où vous vivez en France, si vous avez des plus-values mobilières, c'est-à-dire en cash, vous allez être fiscalisé en France sur la flat tax, puisque maintenant, depuis la loi Macron, c'est relativement simple. C'est 30% sur les plus-values la plupart du temps. Donc voilà, quel que soit le pays dans lequel vous avez vos investissements en valeur mobilière, ils seront a priori taxés à 30%. Maintenant, si c'est de l'assurance vie au Luxembourg, tant que vous ne touchez pas à votre assurance vie, que vous ne faites pas de rachat, il n'y a pas de fiscalité. Pour les biens immobiliers, j'en ai parlé tout à l'heure, l'imposition sur la fortune immobilière, si vous dépassez le seuil des 1,3 million en France, vous serez taxé sur l'impôt sur la fortune immobilière. Et puis pour les biens à l'étranger, uniquement après 5 ans, à votre retour en France, pour le régime d'impatriation, qui s'applique, je le précise, uniquement aux personnes qui ont vécu plus de 5 ans à l'étranger. Donc, si vous avez juste fait un aller-retour, ça ne fonctionne pas. Parfait. Une autre question de Sandrine. Donc, elle est mariée en France sans contrat de mariage, mais elle vit en Angleterre aujourd'hui. Et elle a établi un testament en Angleterre. Elle demande si tout va bien se passer ou s'il faut qu'elle fasse d'autres choses. Mais il faudrait qu'elle nous interroge pour savoir si elle n'a pas déjà subi une mutabilité de son régime matrimonial dans un premier temps, et de regarder aussi la validité de son testament en France. Sauf si elle a tous ses biens au UK et qu'elle souhaite vivre au UK et qu'elle n'a plus du tout d'attache en France, auquel cas, ça ira très bien, je pense, sauf sur son régime matrimonial. Le mieux, c'est qu'elle nous interroge gratuitement sur le sujet. Parfait. On a Emmanuel qui nous dit qu'il vient de quitter la France récemment. Et donc, il a créé son entreprise au Canada. Il aimerait savoir comment il doit sécuriser sa transmission à ses enfants, notamment en cas de décès. Il est marié en séparation de biens. Je pense que les enfants sont peut-être restés en France. Alors, pour le régime matrimonial, Emmanuel est sécurisé puisqu'il a eu la bonne idée de faire un contrat de mariage. Donc, il n'y aura pas de mutabilité dans son cas. En ce qui concerne sa transmission, il a le choix soit de se soumettre à la loi canadienne, qui ne connaît pas, comme nous, la réserve héréditaire. Et cette réserve héréditaire, quand on est français, on y est relativement attaché. Je vous donne un exemple. Si Emmanuel venait à décéder, son conjoint se retrouve peut-être veuf, ou veuve dans le cas présent, dans un premier temps. Si cette personne se remariait au Canada, ses enfants seraient définitivement déshérités si le nouveau conjoint ne souhaite pas laisser des biens aux enfants. Alors que ce n'est peut-être pas le choix initial d'Emmanuel. Et pour ça, il y a des choses très simples à faire et qui nous contactent et on lui donnera les solutions. Toutes ces solutions civiles, en général, ne coûtent pas cher à installer. Et c'est bien dommage que les Français, et je l'ai vécu aussi, quand on part en expatriation, on part en aventure, et on ne se rend pas compte des conséquences qui peuvent être colossales en termes financiers. On a Hélène qui nous dit qu'elle est résidente en Angleterre et qu'elle souhaite investir dans une start-up en France. C'est une bonne idée. Elle peut venir chez Richie. On va le développer bientôt. On l'accueillera avec grand plaisir. Et elle demande c'est mieux d'investir en direct ou via une holding pour raisons patrimoniales et fiscales. Alors, ça va dépendre un peu pour diriger des startups et des sociétés, nous aussi. Elle n'aura peut-être pas le choix
si elle fait un tour de table d'investissement. Donc, elle peut investir effectivement via une société de portefeuille, si elle le souhaite. Mais encore faut-il que la start-up accepte ce montage-là, parce que souvent, la start-up va générer des BSPCE ou des BSA dont elle va prendre, ou alors elle investit dans un compte d'associé si elle est associée de la start-up. Il y a plusieurs façons de le faire, mais ça va aussi dépendre de ses négociations avec la start-up en direct. Ok. On a Laurent qui nous pose une question. Il a un projet de retour en France, il habite au Canada aujourd'hui et il demande si ça vaut le coup de quand même faire un testament au Canada ou il vaut mieux juste directement le faire en France, sachant qu'il lui reste un appartement qui est au Canada, mais qui va le vendre dès qu'il revient quoi, en France. Dans la mesure où il est toujours au Canada, quand il va rentrer en France, donc je l'engage à regarder notre dernier webinaire, Romain, sur le retour en France qu'on a fait ensemble. Il apprendra pas mal de choses. Il vaut mieux le faire avant parce qu'on a eu encore des clients qui l'ont regardé a posteriori. C'est un peu dommage. Mais effectivement, s'il rentre et qu'il le vend simultanément, il vaut mieux faire son testament directement en France. Attention sur la route. On a beaucoup de questions qui sont d'aspect très fiscal américain. Je pense que ce n'est pas particulièrement votre domaine, donc je les mets un peu de côté. Okay. Il y a Hélène qui nous demande si on peut avoir accès à vos webinaires passés. Bien entendu, Hélène. Frenchmorning.com, dans le menu webinaire, vous retrouvez tous les webinaires et vous tapez Christelle ou Biganzoli ou Thierry ou Renard, vous tapez juste un des 4 mots-là et vous retombez sur tous les webinaires passés qu'on a fait avec Richie. Christelle et Thierry, avant Covid, intervenaient en physique. Ils venaient même nous voir à New York. C'était super. Et donc, ils interviennent là maintenant de façon digitale, de façon assez trimestrielle, on va dire. Donc, vous en faites pas. On aura encore l'occasion d'échanger avec eux. Est-ce que, normalement, on doit clôturer à 13h? Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même exporter les questions et vous les envoyer si jamais il y a des questions sur lesquelles vous pouvez donner des réponses concrètes. Est-ce qu'on peut remettre peut-être le lien, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi à scanner le code, il n'est pas resté assez vite, assez longtemps. Alors, je profite des dernières secondes qui nous restent, Romain, pour dire que lorsque vous prenez rendez-vous sur Richie en visio, laissez-nous le début de votre question ou de votre question principale. Ça permet d'orienter l'expert qui doit vous répondre plus spécifiquement. Ça évite d'avoir à faire un deuxième rendez-vous plus tard. Voilà, donc le code s'affiche. J'espère que vous pouvez le scanner, que ça marche bien. Je voudrais m'inscrire pour le bilan, mais je ne peux pas scanner. OK. Est-ce qu'on peut mettre le lien dans le chat, peut-être le lien que ce QR code envoie? Thierry, tu peux faire ça? Oui. Sinon, vous nous écrivez à team@richie.fr, tout simplement, et on vous enverra le lien. Je l'ai sur mon mobile là, mais j'essaie de me l'envoyer à mon Mac, mais je n'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi mon Mac ne me dit pas. Le plus simple, c'est d'aller sur le site richie.fr que je vous ai affiché à l'écran. Vous allez vous inscrire gratuitement, vous rentrez juste quelques informations et ensuite vous pourrez faire votre bilan patrimonial, vous pourrez faire votre profil de risque investisseur, vous pourrez avoir un certain nombre de solutions et prendre rendez-vous avec les experts du cabinet. Voilà, c'est le plus simple. Donc je vous invite vraiment à venir sur Richie.
Et puis, vous verrez que le site Ritchie, donc on est très présent dans les médias. Voilà, on vous a mis un certain nombre d'articles sur lesquels on est contributeur dans la presse. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous contacter. L'adresse mail, c'est team@ritchie. Ceux qui n'y arrivent pas, je l'ai mis dans le chat, ritchie.fr. Donc, voilà, vous avez juste à cliquer sur le lien et vous arrivez sur le site. Est-ce qu'on est tout bon de votre côté, Christelle, Thierry? Oui, puis on continuera à répondre à vos questions. N'hésitez pas, soit par un rendez-vous, soit par mail. On se fait une force de répondre nous-mêmes aux questions lorsqu'on fait un webinaire, donc n'hésitez pas. Laissez-nous juste un petit peu le temps pour pouvoir le faire. Il y en a souvent beaucoup, beaucoup. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, on est en plein salon d'éducation bilingue. Donc, pour ceux qui peut-être souhaitent scolariser leurs enfants, on fait le tour des États-Unis en ce moment. Donc, n'hésitez pas à suivre aussi ces présentations. Et puis, on a tout un tas de webinaires qui continuent. La semaine prochaine, on continue encore les webinaires tous les mardis midi, heure de la côte Est. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui sont sur la côte Est, une bonne soirée pour ceux qui sont en France et à très bientôt sur French Morning. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir. Au revoir.